Bonjour Régis, Bonjour Yves. un plaisir de te retrouver. On va rappeler que tu es le président d'Equinix France et on va faire un exercice aujourd'hui qui est un peu particulier puisqu'on va faire un exercice Back to the Future, hein, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, qui va permettre de parcourir un petit peu l'histoire des data centers depuis l'arrivée de l'Internet jusqu'à aujourd'hui. On va parler un petit peu de demain, ce qui est d'autant plus intéressant que on va rappeler qu'Equinix est quand même des leaders mondiaux et à ce titre occupe une position privilégiée pour nous tenir informés et nous faire découvrir la réalité de ce monde des data centers. Avec grand plaisir. Petit exercice d'archéologie, on va dire. Mais voilà, c'est toujours intéressant de se rappeler d'où on vient pour essayer de se projeter dans l'avenir. Donc avec plaisir sur l'exercice. Tout à fait. Alors, on va rappeler quand même pour les gens qui nous regardent que l'archéologie porte non pas sur les deux personnes qui font l'interview, mais sur le produit data center. Même si nous Puisque, avons tous les deux quelques cheveux gris, nous sommes d'accord. voilà, tout à fait, exactement. Alors, on a parfois du mal à dire d'où vient ce monde des data centers. Il y a deux dates qui sont souvent citées, qui sont l'arrivée de l'Internet d'un côté et puis les événements du 11 septembre 2001 de l'autre, qui ont été des éléments déclencheurs. Mais on va peut-être rappeler qu'il y avait déjà avant des salles informatiques, mais qu'il n'y avait pas de lieu spécifiquement adapté aux data centers. Donc c'est un peu ça en fin de compte. Je dirais, l'informatique, elle a eu plusieurs formes. Et ce qui s'est passé grosso modo en 98, à peu près 98-2000, bah, c'est l'arrivée de l'Internet. Et puis à l'époque, il faut juste pas oublier que c'était un Internet qui ne fonctionnait pas, hein. Se connecter, c'était juste une tannée, les réseaux étaient fermés, la latence était très élevée, les coûts étaient aussi vachement importants. Et à ce moment-là, on était vraiment au balbutiement de ce qui aujourd'hui, voilà, vous avez tout ce genre de choses-là, et vous savez qu'aujourd'hui, vous avez le monde à portée de votre main. Donc très clairement, un début de révolution, qu'ici, je me permets à chaque fois de faire un rapprochement avec Equinix, puisque c'est à ce moment-là qu'on a été créé. Et à l'époque, en fin de compte, alors histoire classique, hein, deux Américains dans un garage du côté de New York, hein, comme toutes les histoires de start-up. Mais ces deux Américains avaient une idée qu'on va voir et qui est vraiment le fil rouge, en fin de compte, de toute cette histoire, qui était de positionner les données à un endroit où les échanges allaient pouvoir se faire facilement, parce que les échanges se feraient directement dans un data center ou dans un réseau de data centers, et non plus comme le faisait l'Internet précédemment avec cette espèce de spaghetti d'interconnexion. Et en fin de compte, c'est à ce moment-là qu'est né les sujets d'interconnexion, les sujets de neutralité, également le peering, tout ceci naît à peu près à cette époque-là. Et quand nos fondateurs créent Equinix, ils appellent la société Equinix pour Equality, Neutrality, Internet Exchange. Donc on est vraiment dans cette idée il y a un truc balbutiant qui ne fonctionne pas très bien, et ça ne fonctionne pas très bien parce qu'il n'y a pas d'infrastructure en dessous qui permettent en fin de compte l'échange de données. Et on va souvent parler de données en fin de compte dans toute cette histoire. Donc voilà le tout début de l'histoire. Une des particularités justement de cette histoire, c'est cet aspect de neutralité, c'est-à-dire que avant on était sur des infrastructures dans les entreprises, et là les entreprises vont pouvoir sortir ces infrastructures pour aller dans des lieux dédiés. Alors c'est ça l'idée, et puis en fin de compte, c'est encore une fois, c'est sortir ces données. Parce qu'en en fin de compte, qu'est-ce qui se passe après? Entre 2000 et 2005, explosion de la bulle Internet. Avec plein d'entreprises qui disparaissent, on se demande si l'Internet va continuer à exister. Mais en fin de compte, voilà, c'est ça qui a positionné l'Internet, et c'est ça également qui a permis de se rendre compte que l'Internet, c'était quand même très lié aux connexions, et qu'on ne pouvait pas avoir un Internet qui fonctionne sans connexion. Et d'ailleurs, à ce moment-là, hein, Equinix a été à la limite de la faillite, hein. On a failli finir notre histoire à ce moment-là. Mais quelque part, ça montre également la résilience du modèle qu'on a créé, puisque c'est là le point d'inflexion, le point vraiment de démarrage, toujours sur ce sujet des interconnexions et des infrastructures.
Et puis après, entre 2005 et 2010, hein, grosso modo, on voit une accélération de l'Internet, l'invention de l'iPhone, de YouTube, Facebook, du streaming. Le trafic Internet explose. Et quand je dis explose, on se demandait vraiment où ça allait finir. Et d'ailleurs, ça n'a jamais fini, hein, puisque toutes les données sont en explosion permanente. Et c'est là où Equinix commence à jouer vraiment, où tout le monde se rend compte que cette notion d'interconnexion, d'échange de données est très importante. Et c'est là où, en fin de compte, nous, Equinix, quand le trafic Internet double à peu près tous les ans, c'est là où on commence réellement à se positionner, pas juste en hébergeur, parce que comme tu le disais justement, l'hébergement existe presque depuis la nuit des temps, en tout cas depuis que l'informatique existe, mais vraiment comme étant cette plateforme d'interconnexion. Ok. On poursuit l'histoire? On continue, c'est une belle histoire, on t'écoute là. Allons-y. Donc 2010, grosso modo, hein, le cloud arrive. Les entreprises arrêtent d'acheter des serveurs, elles consomment de la puissance à la demande. Donc c'est un changement de paradigme colossal. Avec même beaucoup d'entreprises qui disaient mais est-ce que je vais passer au cloud? C'était vraiment un truc où on se dit pas très très sûr. Je préfère quand même avoir mes infrastructures on-prem et pouvoir les gérer, mettre les mains dedans. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui se pose cette question. Le cloud, comme toutes les révolutions, est devenu une évidence. C'était un truc un peu ridicule, on s'en moquait éventuellement un petit peu au départ, et puis c'est devenu une évidence. Et là, encore une fois, toujours sur cette idée de données, de gravité autour des données, on reviendra aussi sur la gravité autour des données, eh bien tout le monde va s'agréger autour d'endroits où se trouve l'informatique, donc le on-prem, et puis les opérateurs de cloud. Et l'endroit où se trouve l'informatique et les opérateurs de cloud, eh ben, ce sont les opérateurs de colocation. Et donc, de plus en plus, on voit ce mouvement qu'on a mis sous le vocable de out of the basement, de sociétés qui sortent de leur data center propriétaire et qui vont une partie dans le cloud et une partie dans des data centers de colocation, comme Equinix. Et c'est vraiment là où on a commencé vraiment à avoir une croissance très, très, très forte de notre activité. Et là, on se situe à peu près aux alentours de 2015. Oui, dans le même temps, on va quand même rappeler que même si on peut dire qu'il y a trois acteurs, entre guillemets, qui sont l'entreprise, qui conserve une partie de ses données quand même, les acteurs de la colocation et les acteurs du cloud, malgré tout, le lieu commun, c'est celui où passent toutes les données, ça reste le data center. On est complètement d'accord, et puis on y viendra à la fin quand on parlera d'IA. C'est ce que nous, on appelle chez Equinix la gravité des données, le data gravitas, qui est vraiment cette idée, en fin de compte, de là où sont les données, eh bien, l'ensemble des acteurs vont être attirés un peu comme des aimants. Quand on continue cette histoire, grosso modo 2015-2020, le grand mot, pardon, pas gros mot, c'est la notion de plateforme. Tout le monde doit être une plateforme. Les plateformes ont des valorisations qui explosent. Et donc, on devient, nous aussi, une plateforme. Et si vous regardez d'ailleurs toute la communication qu'on faisait dans cette période, 2015-2020, on parle de plateforme d'interconnexion. Donc, c'est vraiment cette idée, c'est de dire, voilà, le monde est devenu un village. Dans ce village, il faut avoir des points de présence un peu partout. À cette époque-là, d'ailleurs, on relie l'ensemble de nos points de présence, c'est-à-dire que l'ensemble de nos data centers qui étaient des éléments disparates et non reliés passent tous sur le même système d'information avec le même réseau pour relier l'intégralité. Et donc, on devient à ce moment-là une plateforme globale qui devient en fin de compte le centre d'hébergement d'écosystèmes. C'est à ce moment-là aussi où la notion d'écosystème commence à se développer. Et donc, le digital, c'est plus juste un outil, c'est un environnement dans lequel on va intervenir. Et cet environnement, il est fait d'une infrastructure. Et puis après, tout le monde s'en souvient, hein, il y a ce qu'on pourrait mettre sous le vocable de crash test mondial. Hein, le Covid arrive, personne n'avait prévu celui-là. Et le Covid va bouleverser en fin de compte l'intégralité du monde, mais pas le monde des infrastructures. Parce que quand tu regardes bien ce qui s'est passé, les data centers professionnels, on va dire, et les opérateurs de cloud continuent à opérer sans aucune perturbation. Et on a eu zéro perturbation. Ça a été une période très compliquée pour tout le monde. Tout le monde s'est un peu remis en question, on a dû revoir nos process, etc. Mais on a continué à opérer en garantissant cette continuité. Donc, ça a vraiment été un crash test
au niveau des infrastructures pour prouver que ces infrastructures étaient résilientes, mais également qui a dit télétravail, dit explosion du trafic. Et donc, on voit encore plus de données et plus de besoins d'interconnexion. Donc, ouais, on continue toujours sur cette idée d'avoir des données qui s'agrègent et qui deviennent de plus en plus importantes, et ce besoin d'interconnexion entre l'ensemble de ces données. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on commence à dire que les data centers sont des infrastructures critiques. Avant, moi, les gens qui venaient me voir, c'était des acheteurs d'immobilier. J'ai rien contre les acheteurs d'immobilier, mais c'était un sujet purement d'immobilier. Aujourd'hui, jamais une décision sur des data centers n'est prise sans l'assentiment d'un board. C'est juste un changement de paradigme. Tout à fait. Si tu me permets, Régis, juste pour l'anecdote, on va rappeler qu'à l'époque, c'est l'époque aussi où nous nous sommes créés, nous, en tant que Data Center Magazine, et dans la presse qui était en train d'encenser le cloud, nous avons été le seul à dire non, c'est pas le cloud qui a sauvé nos entreprises et notre travail. Ce sont les data centers, parce que c'est dans les data centers qu'étaient les infrastructures. Tout à fait. Et moi, c'est ce que je. En tout cas, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, il y a effectivement une grande visibilité. Pour être très franc, il y a 5 ans, personne ne venait me voir pour me demander c'est quoi un data center. Donc ce shift, voilà, vous avez été à l'initiative, entre guillemets, en tout cas au début de ce shift, et ce shift aujourd'hui, il est réel. Bon, et puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Arrive l'intelligence artificielle. Là, encore une fois, une révolution que personne n'a vue arriver, où en fin de compte, on a un volume de données qui est colossal. Mais ce volume de données devient réellement exploitable. L'Internet en a permis une petite exploitation. L'intelligence artificielle permet de donner une autre valeur à ces données. On a toujours dit que la valeur était dans les données, mais là, aujourd'hui, cette valeur, elle explose. Et qu'est-ce qui se passe avec cette explosion? Il y a un besoin de puissance qui est juste colossal. Le volume de données continue à exploser. Et puis, il y a des enjeux énergétiques également qu'on ne connaissait pas précédemment. Donc, il y a un véritable enjeu autour du data center, et on le voit d'ailleurs, hein, le gouvernement français s'en est réellement saisi depuis le rapport fait par Anne Gouvreau, qui parlait de l'intelligence artificielle, et dans ses recommandations, les 20 recommandations, il y avait 3 recommandations spécifiquement sur le monde du data center. Mais là où ça devient intéressant, c'est que l'IA, en fin de compte, je ne parle pas du training, je parle de l'inférence, donc de ce qui apporte vraiment de la valeur aux données. Cette IA, elle ne peut pas se faire quelque part sans avoir une connexion à là où sont les données. Or, encore une fois, les données, elles sont soit on-prem dans le data center, soit off-prem chez les opérateurs de cloud, soit elles ont besoin d'être allées chercher un peu partout par le monde à travers les opérateurs de réseau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette révolution de l'intelligence artificielle et donc de l'inférence ne peut se faire, et je reviens à l'idée primaire d'Equinix, que dans des endroits qui hébergent ces écosystèmes et qui ont les opérateurs de cloud, les data des entreprises. Et Equinix, c'est entre autres 60% des Fortune 500, donc les grandes entreprises sont principalement chez nous, et tous les opérateurs de réseau. Et donc, on voit vraiment que cette notion d'interconnexion et cette notion de trafic de données, d'échange de données et donc d'infrastructure devient réellement la clé, en fin de compte, de ce futur. Donc voilà un petit peu si très rapidement on refait cette histoire de la jeunesse de l'Internet 98 à où on en est aujourd'hui en 2025. On a commencé par un Internet qui connecte les gens, du haut débit qui va permettre ensuite d'avoir une utilisation un peu plus fluide de l'ensemble, du cloud qui connecte les entreprises, et puis aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui exploite les données, qui connecte les intelligences. Est-ce qu'on peut rappeler, il y a 2 choses, je me souviens, il y a 10 ans, quand on parlait des data centers, d'abord, on était très peu nombreux à l'évoquer, comme tu en as fait la remarque plusieurs fois, mais dans le même temps, il y avait 2 choses qui revenaient. Un, c'est la résilience. C'est la capacité des data centers à résister. Ça, c'est un point qui me semble être important. Et le deuxième point, on a eu une décennie d'actualité qui était tournée vers un sujet qui était l'efficacité énergétique. Complètement. Qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Mais il y a eu une révolution jusqu'en 2020, globalement, hein, où pendant 10 ans, en fait, on s'est aperçu que les data centers qu'on présentait comme des monstres qui consomment toute l'énergie, en réalité, ils sont très vertueux. Faut-il le rappeler? Peut-être pas aux États-Unis, mais en tous les cas en Europe.
Et ce qui nous permet de revenir vers ce que toi, tu as pu mener également au sein d'Equinix en France. On est complètement d'accord. Et je pense que si on se projette un peu dans les prochaines 10 années, tu as parlé de résilience. Moi, j'aime bien mettre la résilience ensemble avec le sujet de souveraineté. Parce que, in fine, je dirais, personne ne va contrôler l'intégralité de la chaîne du digital. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui investissent dans la souveraineté et dans la résilience pour s'assurer qu'en fin de compte, on puisse résister à tous les chocs possibles. On parle de plus en plus de robustesse également, de robustesse du système d'information, robustesse de la gestion des données. Et ça devient une exigence d'autant plus forte que l'intelligence artificielle est en train de rentrer dans tous les systèmes critiques des entreprises et que là, on était sur du training qui potentiellement pouvait s'accommoder de quelques défauts et pannes. Quand on est dans ces applications critiques, très clairement, il n'en est plus possible. Donc, cette notion de souveraineté, résilience, excellence opérationnelle, elle devient de plus en plus importante. Et bien évidemment, on est au cœur de ça parce que cette excellence opérationnelle, c'est le data center et c'est la connectivité. Tu as mentionné aussi l'énergie. Ça devient un véritable sujet. L'énergie, moi, il y a 5 ans, je ne traitais pas trop le sujet. C'était bien évidemment un sujet central, mais ce n'était pas un sujet de préoccupation. Aujourd'hui, quand tu vois que Equinix, par exemple, investit également dans des startups du SMR, donc dans cette future génération de nucléaire, et quand tu vois tous les sujets autour de la consommation énergétique, je dirais très clairement, ça devient un point central. Et puis au passage, je fais un petit cocorico parce que ce point central, la France a tous les atouts pour le gagner. Donc, il faut vraiment qu'on y aille à fond. C'est maintenant que ça se passe. Et puis, l'IA qu'on appellera généralisée, le fait que cette IA va vraiment rentrer dans l'intégralité de nos vies, aussi bien nos vies personnelles que nos vies d'entreprise, fait que ce besoin en infrastructure, et donc en centre d'hébergement et en infrastructure de connectivité, va devenir de plus en plus important. Et donc, cette notion de criticité de la place des data centers est juste devenue primordiale. Et d'ailleurs, quand tu regardes toutes les annonces qui sont faites, tous les gens qui veulent investir dans le data center, je dirais, ça montre bien qu'on est sur vraiment ces infrastructures critiques qui permettent le développement de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Malgré tout, cette notion de souveraineté, elle est intéressante, mais elle se décline selon des visions qui sont différentes. On sait que, par exemple, certains pays, par exemple des pays d'Europe de l'Est, la notion de souveraineté, c'est sous la coupe américaine. Eux, c'est je reste autonome face à la Russie parce que j'ai la protection de l'OTAN et autres. En France, on est sur des notions plus politiques. Avec toutes les parties réglementaires, etc. Le data center a un rôle d'intermédiaire là-dessus, et en même temps, c'est le lieu où vont être stockées les données. Donc, c'est le lieu où va s'exprimer cette souveraineté. Tout à fait, tout à fait. Et non seulement où les données seront stockées, mais où les données seront échangées. L'intelligence artificielle, quand on voit aujourd'hui les développements qui sont faits, un agent, en fin de compte, ne travaille pas tout seul. Un agent va aller faire travailler et interroger des dizaines, voire des centaines d'agents, le tout en temps réel, donc faisant, encore une fois, mettant en exergue l'importance de la latence et donc des écosystèmes au même endroit pour ensuite vous fournir une réponse. Et ça, je pense que c'est un développement qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Donc, encore une fois, ça ne fait que montrer de l'importance critique des infrastructures. On est un peu là, en gardant raison, bien évidemment, et en toute modestie, mais on est quand même la fondation du digital d'une manière générale, et plus particulièrement de l'intelligence artificielle. Bah, de toute façon, c'est la couche basse, celle sans laquelle rien ne fonctionne, quoi qu'il Voilà. arrive. Tout à fait, tout à Évidemment. fait. Et fondation et je peux préciser parce que ce n'est pas juste les data centers, ce sont les data centers, les opérateurs de réseau ont un rôle Oui. primaire à jouer également, on fait partie de cette fondation. Et puis, les fournisseurs d'électricité se sont rajoutés à l'équation. Et en fin de compte, c'est ce trinôme-là qui est le sous-jacent de l'ensemble de l'explosion du digital et de l'intelligence artificielle. Alors, on est presque au balbutiement, mais il y a 25 ans, on se demandait si l'Internet allait marcher. Hein. Ça a balbutié un petit peu, et puis on voit aujourd'hui que l'Internet, on ne sait pas vivre sans lui. Tout dépend, en fin de compte, de cet Internet. Et donc, la question pour demain n'est plus tellement la question de est-ce qu'on sera capable d'héberger l'ensemble de ces écosystèmes, mais est-ce qu'on sera capable de les interconnecter et de faire en sorte qu'ils aient
Alors, j'allais dire qu'ils atteignent leur pleine puissance. Après, il y a plein d'autres sujets, mais qu'on ne traitera peut-être pas aujourd'hui, qui sont des sujets plus éthiques et de géopolitique, etc. Parce que là, ce sont des sujets extrêmement complexes sur lesquels on a vraiment besoin de se pencher. D'ailleurs, c'était un des sujets critiques qui était au sommet de l'intelligence artificielle qui avait lieu en Inde récemment, où j'ai eu la chance de participer. C'était vraiment un sujet clé de cet avenir de l'intelligence artificielle. Par contre, à chaque fois, et dans tous les discours qu'il y a pu avoir, il y avait vraiment des gens de très très haut niveau qui étaient là-bas. Aucun n'a pas mentionné l'infrastructure et le data center. C'était vraiment dans toutes les bouches et sur l'ensemble des discours. Donc, on sent vraiment qu'on est arrivé à une certaine maturité aujourd'hui, même si encore il y a de très grands défis pour l'avenir proche et lointain, mais on est arrivé quand même à une très grande maturité sur, OK, le data center, ça fait vraiment partie des infrastructures critiques. Est-ce que, alors, au-dessus de cette infrastructure et de cette infrastructure critique, on va mettre en place les serveurs, on va mettre en place les GPU, on va mettre en place un certain nombre d'outils. On sait aussi que la partie inférence, une partie devra se traiter aussi localement pour des questions de sécurité, pour des questions en fait, de délai de latence, etc. Est-ce que cet écosystème ne va pas se transformer également pour intégrer d'autres niveaux, je dirais, d'infrastructures, d'autres acteurs, ou est-ce que je veux surtout, je réagis surtout par rapport à quelques grands acteurs qui sont les grands acteurs du cloud ou les grands acteurs du LLM, donc des gros systèmes d'IA qui ont tendance à dire tout sera chez nous et on va tout fonctionner chez nous, alors que la réalité, c'est quand même plutôt une économie distribuée. Alors, merci parce que c'est exactement la théorie d'Equinix. On l'a publié, je pense, il y a à peu près 6 mois. On appelle ça le Distributed AI. L'inférence de demain, pour nous, elle est dans le device. Quand tu regardes les véhicules connectés, par exemple, initialement, on imaginait que ces véhicules allaient avoir besoin de se connecter à des data centers de proximité pour aller fonctionner. Ce n'est plus le cas. L'intelligence, elle est embarquée dans le véhicule. Quand tu regardes ce genre de petits outils, tu as une intelligence extraordinaire qui n'arrête pas d'augmenter. Une partie de l'inférence, et peut-être même une large partie de l'inférence, va se faire dans ces outils. Donc, il y aura toujours des nœuds centraux, il y aura toujours ces nœuds d'interconnexion, et ça, c'est ce sur quoi Equinix parie pour l'avenir. Mais il y aura également une explosion de la capacité de ces devices, et en fin de compte, et c'est peut-être un message d'espoir aussi, parce que cette course permanente à plus d'énergie, plus d'infrastructures, etc., il y a un moment, il va falloir raison garder, ne serait-ce que parce qu'on a des limites planétaires à mettre en face. Eh bien, une partie de la réponse, elle sera certainement dans la distribution de cette intelligence et dans cette capacité de calcul qu'on est en train de donner un peu partout c'est même pas au edge, c'est vraiment ce qu'on appelle le far edge, puisque là, c'est vraiment l'utilisateur qui va avoir cette intelligence sur lui. Voilà, mais après, on va faire un petit peu de science-fiction, et puis on va essayer de ne pas s'imaginer avec des trucs dans le cerveau qui vont nous donner cette intelligence augmentée. Bien. Voilà. Oui. Bien qu'on pourrait parler aussi de l'IA physique qui émerge, hein, c'est encore un autre sujet. Revenons sur notre sujet data center, si tu le veux bien. Equinix a une particularité. Vous êtes deux à vous affronter pour être considérés comme étant les leaders. L'un, et vous êtes des amis en plus, hein, vous vous retrouvez régulièrement. L'un est plutôt puissant sur le nombre de data centers et d'emplacements, alors que Equinix est plutôt puissant sur sa force financière. Votre position boursière est reconnue en la matière. Ce qui soulève une question qui est, aujourd'hui, on explose le volume des données, le nombre de data centers explose, les espaces explosent également. Il y a des multiplications des projets. Qui va financer tout ça et comment vous pouvez accompagner cette problématique qui est une problématique très claire, c'est que ça coûte très cher aujourd'hui. Complètement. Je reviens juste sur la petite pique très gentille que tu m'as faite sur notre positionnement de leader. Il y a un sujet que tu n'as pas abordé et sur lequel nous sommes définitivement et encore une fois en toute modestie, mais le leader incontesté, c'est le sujet de l'interconnexion. On vient de dépasser les 500 000 interconnexions, c'est 2 fois plus que le premier de nos concurrents. Donc je veux juste positionner cette idée d'écosystème, parce que tout le monde a bien compris le sujet de l'interconnexion et de l'écosystème. Dans la vraie vie,
et les chiffres sont les chiffres de nos rapports annuels, hein, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, il y en a 2 fois plus chez Equinix que n'importe où ailleurs. Et en termes de data gravitas, encore dont on parlait tout à l'heure, il y en a 2 fois plus chez Equinix que n'importe où ailleurs. Et comme le leadership, à notre avis, va se jouer sur ces sujets d'interconnexion et sur là où sont les données et vont s'échanger les données, voilà, on pense que sur ce sujet-là, on a très clairement un avantage sérieux sur l'ensemble de nos concurrents. Je ferme la parenthèse. Et du coup, j'ai oublié ta question. C'était… Qui était sur la force financière nécessaire pour continuer de développer les projets. Bien sûr. Donc sur ces sujets, donc c'est des sujets bien sûr qui sont très intenses en capitaux. Aujourd'hui, et ça aussi c'est des chiffres qu'on a communiqués à l'occasion de Choose France, Equinix en France a investi depuis qu'on est présent, c'est-à-dire une vingtaine d'années, grosso modo 1,2 milliard. Et là aujourd'hui, on est en train de développer sur les 3 prochaines années, donc c'est des projets qui sont en cours, l'équivalent d'1,4 milliard. Donc 20 ans pour construire ce qu'on a aujourd'hui en France et on va dire 3-4 ans pour doubler cette capacité, pour plus que doubler cette capacité. Donc très clairement, il y a une augmentation massive. Au niveau du groupe, on était à 2,5 milliards d'investissement par an. On a annoncé lors de notre présentation de nos prévisions sur 5 ans au mois de juin l'année dernière qu'on passait de 2,5 milliards à 4,5 milliards. Donc, très clairement, et tous les acteurs du marché font pareil, hein, très clairement, il y a une explosion des financements, mais liée aussi à une explosion du besoin, personne ne l'a prévu. Et peut-être la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a une certaine différence temporelle entre le monde du data center qui reste un monde d'industriels et d'énergéticiens et d'infrastructures et d'immobilier, par définition un monde qui est plutôt dans le temps relativement long, hein. Pour mettre en œuvre un data center, il faut grosso modo 5 à 6 ans, du début jusqu'à sa mise en service, alors qu'en parallèle, on voit des transformations au niveau de l'intelligence artificielle qui se comptent en mois, peut-être même de temps en temps en semaines. Donc il y a très clairement un disconnect actuellement qui fait que la demande est bien supérieure à l'offre aujourd'hui et que les data centers sont en train d'essayer de rattraper, en fin de compte, la demande qui existe aujourd'hui sur le marché. Tout à fait. D'ailleurs, moi, je suis un peu surpris. J'aurais imaginé que vous soyez un peu plus impliqué sur la partie des câbles sous-marins. On constate que cette partie, vous êtes plutôt sur l'atterrissage des câbles et tout ce qui suit, mais moins sur ces routes qui sont indispensables. On ne l'est pas et on ne le sera pas parce que notre vocation, c'est vraiment cette plateforme d'interconnexion globale. Tous les sujets de réseau, que ce soit aussi bien des réseaux terrestres ou des réseaux sous-marins, ce sont tous nos clients. Donc, ils viennent atterrir dans nos data centers. Et ce qui est important, c'est d'avoir, encore une fois, toujours la data gravitas, c'est-à-dire avoir les données qui transitent par chez vous. Donc, ça, c'est vraiment ce sur quoi on est positionné. Après qu'ils atterrissent et qu'ils soient construits par d'autres, en fin de compte, pour nous, a relativement peu d'intérêt. On se concentre vraiment sur cette idée d'être les points d'atterrage de l'ensemble des connectivités. Parlons un peu d'avenir. Alors, c'est un avenir qui est quasiment immédiat. Quand on regarde bien le marché aujourd'hui, on a les très gros de l'IA qui sont en train d'investir. Alors, on parle de 500, 600 milliards pour OpenAI, par exemple, hein. Il y a les géants du cloud, un Microsoft, un Amazon ou un Google, voire un Oracle aujourd'hui. Ils dépensent 60, 80, 100 milliards d'euros d'investissement tous les ans. Et puis il y a vous, hein, qui êtes là aussi, qui êtes en appui. On se demande qui va bouffer l'autre, qui va finir par manger l'autre. Comment va être maintenu cet équilibre? Est-ce que à un moment donné, vous ne craignez pas quand même que les géants du cloud prennent votre place ou que les géants de l'IA, en fait, les géants de l'IA, ça va être le jeu de boules, hein. Ils peuvent très bien tout déboulonner, hein. Alors, c'est une très bonne question et je pense que la réponse à ta question, elle est dans le tout début de notre discussion. Equality, neutrality, Internet Exchange. La valeur d'Equinix, c'est cette valeur de plateforme neutre. Imagine qu'Equinix soit racheté par un opérateur de cloud, on perd notre neutralité. Et donc, en fin de compte, toute l'attractivité qu'on a, parce que les données sont chez nous, parce qu'on a 60% des Fortune 500, parce qu'on a 94% du CAC 40, parce qu'en fin de compte,
toutes les données des entreprises sont chez Equinix, en tout cas une bonne partie. Cette valeur-là, si on ne devenait plus neutre du fait de ce type de rachat, eh bien, je pense qu'une bonne partie s'évanouirait et c'est la valeur d'Equinix. Donc, je pense que notre business model nous protège de cela. Alors après, je n'ai pas de boule de cristal et ce n'est pas moi qui suis le CFO de l'entreprise. Tu as vu, on a un nouveau CFO français d'ailleurs qui vient de rejoindre l'entreprise. C'est leur sujet, mais je pense qu'on est relativement protégé du fait de, encore une fois, cette neutralité et de ce besoin, comme dans n'importe quel écosystème, l'hébergeur de l'écosystème, quand tu regardes la nature, par définition, lui aussi, il est neutre. Il n'a pas un intérêt particulier dans l'arbre, dans la mousse, dans la terre. C'est un écosystème dans son ensemble. Et quelque part, notre intérêt, c'est l'intégralité de l'écosystème et tous ces échanges, et favoriser tous ces échanges au sein de l'écosystème, et non pas d'être un des composants de cet écosystème. Merci pour tous ces éléments et cette transparence. Plaisir. Peut-être quand même, alors je dis ça parce que je vais introduire un sujet qui fâche un peu, faut en Vas-y. parler, mais je vais l'introduire de manière simple. On l'a vu il y a 15 jours, la une de Courrier International, c'était les oppositions au data center. Bien sûr. Et là, par contre, bon, le contenu de ce magazine qui a toute sa valeur, également de porter l'information au niveau international, on s'est aperçu que le contenu, il venait essentiellement des États-Unis. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des oppositions politiques extrêmement fortes Oui. qui commencent à émerger. Deuxième sujet en la matière, celui qui est géopolitique. Pour la première fois, des data centers d'Amazon en particulier ont été attaqués par des missiles dans le conflit iranien. Oui. Alors, deux questions. Ces oppositions, comment on peut faire en sorte que quand même, comment faire comprendre au Kidam, à Monsieur Lambda, que sans data center, de toute façon, il n'y arrivera pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire là-dessus? Parce que les oppositions, elles sont fortes, mais pas forcément justifiées. Et ma deuxième question, ce sera, est-ce que ce conflit géopolitique va vous amener également à revoir la façon à laquelle vous allez concevoir et sécuriser vos data centers? D'accord. Alors, deux très bonnes questions, toutes deux d'actualité et toutes deux assez complexes. Sur le sujet des oppositions et plutôt, je dirais, de l'acceptabilité du data center, aucun de mes projets, sans aucune exception, n'a fait l'objet d'une confrontation hostile. Et pourquoi? Et je pense que d'une manière générale, d'ailleurs, c'est la position de la filière en France. On est à peu près tous alignés au sein de France Data Center sur ce sujet. C'est qu'un data center doit, et je pense que c'est réellement un impératif, être acceptable par l'écosystème, la population dans laquelle il va s'installer. Et quand j'arrive avec un projet, déjà en tant que société à mission, donc société qui n'a pas que son objectif financier, mais également d'autres objectifs qui, eux, sont vraiment sociétaux, avec une entreprise qui a implanté en France 7 fermes éoliennes et qui produit l'intégralité de sa consommation. Avec une entreprise qui donne sa chaleur fatale, pour des usages comme la piscine olympique et des logements. Et puis, je pourrais citer plein d'autres exemples. À Bordeaux, un espace de biodiversité d'1 hectare que nous avons fait. À Aubervilliers, la Digital Academy qu'on a créée à côté de notre data center. Bref, je dirais, à chaque fois qu'on implante un projet, on l'implante en fonction de l'endroit où on l'implante et des oppositions, en tout cas des questions qu'il pourrait y avoir. Le sujet de l'eau aussi était un sujet critique. À Meudon, le dernier data center qu'on a inauguré ne consomme pas du tout d'eau. Donc, vous voyez, toutes ces assumptions qu'on a, un data center, c'est moche, ça pollue, etc., le truc classique. Quand on peut expliquer et démontrer par la preuve qu'on est capable d'avoir de vraies externalités positives, et je ne parle pas juste des externalités sur l'emploi. Equinix en France, c'est quand même 500 personnes directement, et 1000 personnes qui sont nos clients et nos fournisseurs qui interviennent dans nos data centers. J'ai 1500 personnes, ça devient un bon réservoir d'emploi, non délocalisable. Donc, en fin de compte, quand on réussit à expliquer tous ces sujets, et il y a des preuves sur l'ensemble des choses que je viens de donner, on a un projet qui est réellement acceptable. Qu'est-ce qui se passe actuellement, sans dénigrer mes petits camarades américains? C'est que les règles qu'on a en France, qui sont de bonnes règles, un peu lentes à mettre en œuvre, avec un petit millefeuille administratif qui ne facilite pas les choses,
c'est très clair, mais qui sont quand même des garde-fous, font que quand on dépose ce qu'on appelle un ICPE, un permis d'exploiter, c'est 1500 pages, c'est des études environnementales, sismologiques, des études dans tous les sens, pour s'assurer justement que le projet soit acceptable. Donc, on est dans un environnement qui est très normé, très contrôlé, et c'est ça, je pense, qui est le socle du fait qu'on ait des data centers qui soient acceptables. Et toute la filière est engagée dans ce process. Donc, je pense que de plus en plus, on va tous travailler dans cette intelligence collective de dire, on implante un data center, quelles sont les externalités positives que je peux mettre en œuvre par rapport à mon environnement immédiat. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point sur les risques, on va dire, géopolitiques, un de nos métiers, c'est la sécurité des données qui nous sont confiées. D'accord ? Et aujourd'hui, je touche du bois, mais on est très pas chanceux parce qu'en fin de compte, tout ceci, c'est nous qui le construisons et c'est nous qui l'opérons, mais on a mis en place des systèmes de sécurité qui font qu'on a toujours, pour l'instant, été à l'abri de ce type d'événement. Effectivement, il y a un changement de paradigme avec ces attaques de l'Iran contre des endroits où il y a des data centers, Dubaï et autres. Et ça, c'est la première fois qu'on voit arriver ce type d'événement. Je pense que l'État français est très conscient de ce type de risque. D'ailleurs, c'est l'État français le premier en Europe qui a mis en place les infrastructures critiques et qui a des plans de protection pour ces infrastructures critiques. Et donc, je pense qu'on a un certain niveau de maturité. Est-ce qu'il est suffisant par rapport à la croissance des enjeux de type terrorisme? On peut toujours faire mieux et on doit toujours faire mieux pour protéger ces données. Mais je rajouterai un deuxième point, c'est que tous les gens, entre guillemets, qui ont compris ce type d'enjeu vont aller installer un système d'information qui lui-même est résilient. Très souvent, mes gros clients sont au minima dans 2 data centers, voire même de plus en plus dans des data centers qui ne sont pas dans les mêmes pays pour supprimer au maximum les risques systémiques. Donc, il y a aussi toute l'architecture du système d'information qui fait que les infrastructures physiques restent critiques, mais quand on architecture bien son système d'information, on est capable de faire face à ce type d'enjeu. Donc c'est un travail conjoint que nous, opérateurs de data center, on doit faire, mais qu'également nos clients doivent faire pour s'adapter à ces risques géopolitiques. Revenir un peu pour terminer, sur l'échelle de l'histoire de l'humanité qui a été marquée par des étapes importantes, l'agriculture, on a évoqué l'électricité, on a évoqué la chaleur, on a évoqué aussi l'informatique, l'Internet. Bien sûr. La révolution aujourd'hui, c'est l'IA. La particularité du data center, c'est d'être une des clés de cette révolution aujourd'hui, une clé indispensable. Est-ce que aujourd'hui, Equinix et les professionnels du métier se projettent dans cette vision pour dire on est au cœur de la révolution qui est en train de transformer l'humanité? Je pense qu'on a une vraie révolution sociétale et environnementale qui est en train de se faire actuellement. Et que quand vous écoutez notre CEO, quand vous écoutez tous les dirigeants de l'entreprise, et je vais être leur porte-parole aujourd'hui, on sait très bien qu'on est à un tournant historique. On sait très bien qu'on participe activement en tant que fondation avec, comme je l'ai dit, les fournisseurs d'électricité, distributeurs d'électricité et fournisseurs de réseau. On participe activement à cette révolution et de ce fait, oui, on a une vraie et grande responsabilité. Notre CEO a l'habitude de dire qu'on construit une entreprise historiquement significative. Et donc, c'est vraiment ça qui nous habite aujourd'hui. Oui, supporter et aider à cette révolution, mais en même temps, le faire avec le plus de respect possible et entre autres pour les limites planétaires. C'est un engagement qu'on a pris très tôt, dès 2014. C'est un engagement très très fort chez Equinix. Cet engagement environnemental, cet engagement sociétal également, à travers par exemple le fait qu'on est société à mission. Et il y a vraiment, je pense, cette culture dans l'entreprise, non seulement cette culture d'excellence opérationnelle, parce qu'on doit cette excellence opérationnelle à l'ensemble du monde du digital,
mais également cette responsabilité que nous avons dans cette révolution. Donc, ma réponse peut sembler un peu évasive, mais en tout cas, pour tous ceux qui viennent chez nous, tous ceux qui côtoient mes équipes, vous pourrez en parler à chaque personne qui fait partie d'Equinix. Je pense qu'on a vraiment tous conscience de cet enjeu et de l'importance de cet enjeu. Un technicien de data center chez moi, il n'est pas juste là pour racker un serveur et connecter un serveur. Il sait très bien que derrière ça, il y a des enjeux critiques, des enjeux potentiellement vitaux, et que s'il ne réalise pas bien ces opérations, potentiellement, les risques peuvent être extrêmement grands. Et donc, il y a vraiment cette conscience dans l'entreprise, mais en même temps, cette conscience qui dépasse l'entreprise, parce que quand tu regardes tout ce qui peut se dire, ne serait-ce que parce qu'on est costé au Nasdaq et que beaucoup de gens regardent le titre Equinix, je dirais les prévisions de croissance et du rôle d'Equinix dans cet écosystème de l'inférence et donc dans ce futur digital, il est très clairement identifié par l'ensemble des acteurs. Donc, ce n'est pas juste Régis Castagnier qui va te le dire, c'est l'ensemble des acteurs de ce monde-là, tous les observateurs demandent également à des Gartner, IDC ou autres, demandent à des McKinsey, Ernst & Young et autres, tous te diront la même chose. Oui, ces infrastructures qui précédemment étaient vraiment ce que j'appelle moi les soutiers de l'informatique, sont aujourd'hui devenus un enjeu vital dans cette transformation et cette révolution. Merci, Régis Castagnier. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci Yves, à bientôt.